Quel cap pour le monde de demain, pour la France et la scène internationale. Ce livre incroyable, Le siècle des défis aux éditions de l'Archipel, avec nous Ardavan Amir-Aslani. Merci d'être avec nous. Madame. Vous êtes avocat d'affaires au barreau de Paris, auteur d'essais et d'ouvrages sur les relations internationales, la géopolitique au Moyen-Orient, et vous enseignez aujourd'hui à l'école de guerre économique. Oui, Ardavan Amir-Aslani, vous dites que le XXe siècle a été le siècle grosso modo des excès, des ravages, de certaines choses, des guerres, etc. Là, on est dans le... Et puis, il y a eu évidemment des nouveaux modèles qui sont apparus. D'un côté, le capitalisme qui s'est beaucoup développé, le communisme aussi qui s'est développé, la démocratie, etc. Et qu'on a basculé, là, dans le XXIe siècle, avec de nouveaux défis. Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il y a eu un basculement avec l'année 2020 ? On en parlait dans le débat, justement, précédent. Si vous voulez, cette année est une année particulière, cette histoire de 2020. Pourquoi ? Parce que à travers cette crise, on constate en fait globalement, qu'on le veuille ou non, le grand déclin de l'Occident. La crise est intéressante parce que l'Europe a tout fait, si vous voulez, pour éviter la mort. On a un problème aujourd'hui avec la mort. On a oublié qu'en 14-18, pendant la Première Guerre mondiale, bataille de la Somme, il y avait 50 000 morts par jour. Aujourd'hui, il y a malheureusement un soldat français qui décède dans un accident au Mali. On ferme le pont Alexandre III à Paris, on rend les honneurs aux invalides. L'Europe aujourd'hui n'accepte plus la mort. Cela entraîne, si vous voulez, la volonté européenne de ne plus s'engager avec force et vigueur à l'échelle internationale. Quand un bâtiment français, dans le cadre d'une mission de l'OTAN, rencontre un navire turc qui ne respecte pas la loi internationale et qui procède, si vous voulez, à un trafic d'armes au de la Libye, les canons du bâtiment turc se pointe sur la marine française se retire. Et aujourd'hui, en fait, le monde appartient à ceux qui sont disposés à accepter le sacrifice humain. C'est le cas des Turcs, c'est le cas des Iraniens, c'est le cas des Chinois, c'est le cas de ce nouveau empire émergent. Des islamistes radicaux aussi, bien sûr. Des islamistes radicaux, bien sûr. Et puis nous, en Europe, avec cette histoire globalement de non-acceptation de la mort, avec la culpabilisation permanente, si vous voulez, des sociétés occidentales pour tous les maux de la Terre, ce dernier siècle, on n'ose plus s'assumer et donc on recule. Est-ce qu'il faut instaurer un rapport de force justement avec ces empires émergents ? Si vous voulez, il faut savoir se faire respecter. On est aujourd'hui en France, 5e puissance militaire au monde, 7e puissance économique au monde. On se fait insulter par le président turc. On ne répond pas, on ne réagit pas. Ça veut dire qu'on n'existe plus devant la scène internationale ? Ça veut dire que si on ne marque pas sa présence, si vous voulez, on est méprisé, on n'est pas respecté. Centrafrique, qui était une zone d'influence naturelle, celui de la France, rappelez-vous, l'empereur Bokassa. Aujourd'hui, les Russes dirigent le pays, la France est quasiment absente. Un coup d'État arrive. Vous parlez de quoi, du Tchad, du Mali ? Au Tchad, si vous voulez, qui était une zone d'influence de la France. Idriss Déby s'est fait assassiner, le président de la République, au mépris de la constitution locale, adoube le fils de ces derniers, on ne sait même pas si ça va pouvoir tenir, puisque les djihadistes, si vous voulez, soutenus par la Libye, descendent aujourd'hui sur la région des Grands Lacs. Encore pire, le Mali. On a vu encore il y a 3 jours un deuxième coup d'État, un espace-temps de 9 mois, alors que l'armée française a 5000 troupes sur place, on n'était encore pas au courant. Comment voulez-vous que l'on se fasse respecter à l'échelle internationale ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à Emmanuel Macron ? J'ai envie de dire, si aujourd'hui on ne se réveille pas, si on n'assume pas le sens de son destin, si on n'assume pas le sens civilisationnel que l'État français représente, eh bien je veux dire qu'on n'a même pas 5 ans de plus à perdre. On a déjà perdu. Oui. Est-ce que c'est la France seule, quand on évoque Emmanuel Macron, ou alors est-ce que c'est l'Europe ? Parce qu'il y a eu vous y revenez, il y a eu cette grande idée d'une Europe le plus puissante pour avoir la paix sur son sol, mais également peut-être pour faire face à l'ensemble des blocs émergents dont vous avez parlé, bien sûr, et puis être plus puissant à l'échelle de la planète, quoi. Bien sûr, l'Europe, si vous voulez, il n'y a pas une Europe unie. Il y a l'Europe occidentale et l'Europe au sens large. Ouais. Regardez par exemple sur le territoire européen, vous avez des pays comme la Pologne, comme la Hongrie, comme la Roumanie, la Bulgarie, les pays baltes, qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde de la souveraineté européenne, avec une puissance militaire qui va avec, parce qu'ils considèrent que l'Europe est incapable d'assurer leur sécurité, puisqu'il n'y a pas d'armée européenne.
L'Europe est une puissance économique mondiale, sauf que c'est une puissance politique extrêmement faible et c'est une puissance militaire inexistante. Ouais, alors ça devrait passer justement par une véritable armée, des moyens de défense. Si l'Europe, au niveau de l'Europe, n'a pas les moyens de se défendre, on sera éternellement, si vous voulez, dépendant des Américains pour assurer notre propre sécurité. Ouais. C'est ce qui s'est passé dans la question de la Bosnie-Herzégovine, si vous voulez, où il a fallu, si vous voulez, faire venir les Américains pour assurer la paix à 1h30 du vol d'un Mirage 2000. C'est pas acceptable. Et d'ailleurs, les Américains en profitent de la situation en imposant, si vous voulez, sur l'Europe, et d'ailleurs sur le monde entier, l'extraterritorialité de leurs droits, en obligeant leurs entreprises françaises de se mettre au pas par rapport à la législation américaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les États-Unis, vous l'évoquez, c'était la puissance qui régnait partout, c'était les cow-boys américains sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, est-ce que l'on continue à assister à un relatif effacement des États-Unis? Et par rapport à Trump et Biden, est-ce que eux sont dans cette continuité? On a vu que finalement, Trump, il avait été élu sur cette volonté d'une forme de sursaut américain. Absolument. Et aujourd'hui, malgré la rhétorique, on constate que Biden défend la même politique étrangère, voire même la même politique économique que Trump. La politique américaine vis-à-vis de la Chine, perçue aujourd'hui comme étant la grande menace pour les États-Unis, est restée identique. Par rapport à l'Iran, toutes les sanctions adoptées par Trump ont été maintenues avec l'arrivée de Biden, alors que ce dernier avait promis l'inverse. Donc aujourd'hui, on constate que l'Amérique se sent moins en sécurité, si j'ose dire, que le pays se sentait il y a 30 ans. Moins en sécurité parce qu'il y a la Chine qui, un mois après les Américains, dépose un véhicule sur Mars. Ouais. Et c'est extraordinaire. C'est un pays qui, il y a 30 ans, était un pays du tiers-monde, aujourd'hui une puissance spatiale qui concurrence les Américains. Les Américains aujourd'hui ont peur parce qu'ils constatent, et Trump avait raison, que cette émergence de la Chine, si vous voulez, n'a été possible qu'avec l'accès au marché économique américain, qu'avec l'accès au bon trésor américain que la Chine est obligée d'acheter. Et que globalement, on constate que l'Amérique est un peu victime de son propre succès. Et aujourd'hui, l'Amérique veut se replier sur elle-même afin de nouveau de se recréer une puissance. Bon, de toute manière, l'avènement de la Chine est inéluctable. Pour les Chinois, oui, parce que sur 4000 ans d'histoire, les 70 ans qui les séparent de Mao Zedong jusqu'à Deng Xiaoping, pour eux c'est un accident. Ils trouvent qu'ils sont aujourd'hui à leur juste place. Vous êtes né à Téhéran, en Iran. Aujourd'hui c'est un pays puissant, aux enjeux internationaux quand même importants. Quelle relation la France doit avoir avec l'Iran? Aujourd'hui, malheureusement, la France n'assume plus ses responsabilités en tant que courtier honnête dans la diplomatie internationale. La France a totalement... On est trop mou? On est, si vous voulez, trop intéressé dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que la France a basculé totalement dans le camp des pays arabes du Golfe Persique en oubliant un État civilisationnel qu'est l'Iran. Ça veut dire que quoi, l'Arabie Saoudite n'est pas notre ami? L'Arabie Saoudite, bien sûr que non. Aujourd'hui, le conflit de civilisation que l'Europe occidentale a avec l'islam n'est pas avec l'islam chiite, n'est pas avec les Iraniens, c'est avec la forme de l'islam dite wahhabite, salafiste, qui est personnifiée par les Saoudiens. Tous les attentats, sans exception aucune, qui ont été perpétrés par des terroristes, entre guillemets, musulmans, ont été perpétrés par des sunnites salafistes. Citez-moi un seul attentat ces 35 dernières années. Il n'y en a pas un. Donc aujourd'hui, la France a basculé dans le camp saoudien. Pourquoi? Parce qu'on espère vendre quelques armes, quelques avions, des broutilles par rapport à ce que font les Américains. Mais aujourd'hui, on raisonne comme ça. Et c'est une tragédie. On a oublié un pays qui est une civilisation. Quand vous parlez de l'Iran, vous parlez de 10 pays qui entourent l'Iran. Aujourd'hui, on parle de l'Iran en Afghanistan, en Irak, au Liban, au Yémen. Eh bien, on a écarté l'Iran totalement pour basculer, si vous voulez, dans quelques pétromonarchies arabes du Golfe Persique et en Arabie Saoudite, dans l'espoir de récolter quelques fonds qu'on n'arrive pas à récolter. Ardavan Amir Hassani, on a écarté entre guillemets l'Iran parce que l'Iran aussi représentait une menace, une menace pour l'Occident et pas que l'Occident, pour Israël, son ennemi de toujours. Et donc on est aussi du côté d'Israël, quoi. Oui, non, bien sûr. Alors, en France, déjà, quelle menace est-ce que l'Iran représentait pour la France ou pour l'Occident? Une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, quels sont les arguments concrets qu'on peut avancer à la défense de cette thèse? Il n'y en a pas. Israël, c'est un autre problème. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, que les Iraniens soient en conflit avec Israël, puisqu'il y a plus de 1000 kilomètres qui les séparent, aucun enjeu territorial, aucun enjeu économique, aucun enjeu politique. La question de la fixation iranienne sur Israël est motivée exclusivement par la volonté de l'Iran de mettre son dossier en haut des piles
sur les questions internationales. Mais dans la pratique, il n'y a rien qui s'y passe. L'Israël, c'est important pour l'Iran parce que l'Iran a besoin d'avoir un argument pour pouvoir se hisser, si j'ose dire, au rang des grandes puissances internationales. Oui, et ce qui fait que du coup, l'Iran se mêle quand même à ce conflit avec Israël. Il y a le fameux conflit israélo-palestinien, et on sait que l'Iran est plutôt du côté en fait de certaines parties, quoi, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, oui et non, parce que le grand agent entre guillemets de l'Iran dans la région est bien le Hezbollah, un mouvement créé, armé, financé et entraîné par l'Iran. Sauf qu'on n'a pas entendu un seul missile tiré par le Hezbollah pendant les 14 jours de cette déflagration entre Israël et Gaza. Donc si l'Iran voulait agir, l'Iran aurait pu agir. L'Iran, malgré le fait que malheureusement c'est une théocratie, la seule théocratie qui existe sur la planète, est un État qui raisonne quand même de manière rationnelle. Ce n'est pas un État chaotique. Et donc le comportement rationnel fait que on peut s'entendre avec ce pays, on peut dialoguer avec ce pays. Je dirais qu'on n'a même pas le choix d'hésiter, parce que l'Amérique qui va se retirer de l'Afghanistan, qui va demain occuper le vide que les Américains vont laisser? Ce serait l'Iran. Allez, vous voulez échanger avec Ardavan Amir Aslani, avocat d'affaires au barreau de Paris, et puis vous parlez de théologie aussi, on vous posera la question dans quelques instants, 0826 300 300. Si vous voulez échanger, parler, on vous attend au standard, c'est le Grand Matin Sud Radio. À tout de suite. Avec nous ce matin, Ardavan Amir Aslani, qui est avocat d'affaires au barreau de Paris, auteur d'essais et d'ouvrages, en l'occurrence de celui-ci, Le siècle des défis, grands enjeux géostratégiques internationaux, aux éditions de l'Archipel. Oui, on va prendre vos questions dans un instant, parce qu'il y en a beaucoup au standard, au 0826 300 300. Quand on l'évoquait tout à l'heure, vous disiez il y a un déclin qui est incontestable de l'Europe et de la France. Emmanuel Macron, hier, dans son interview fleuve de plusieurs pages au magazine Zadig, dit on est à un moment clé et derrière il voit la renaissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il peut y avoir une renaissance là aujourd'hui. On est tombé très bas, donc j'espère qu'on ne peut que monter dans l'absolu. Mais la renaissance ne se réalise pas simplement avec de la rhétorique. Il faut des actes. Des actes où, en fait, cet état civilisationnel qu'est la France assume son passé, assume son devenir, assume son rôle civilisationnel. Seul pays au monde, si vous voulez, qui a des valeurs universelles. Mais on ne l'assume pas. Si vous voulez, ce déclin, ça se constate sur le plan domestique et sur le plan international. Qui aujourd'hui a peur de la police française? Qui aujourd'hui a peur de la justice française? Moi, je suis avocat et je vous le dis, je dis personne. Et tant qu'on ne se fait pas respecter, quand l'État n'est pas respecté, il faut réinstaurer l'autorité, c'est ça? Il faut déjà appliquer les lois. L'arsenal juridique existe, c'est dans l'application que le bas blesse. Il faut aujourd'hui que l'État s'assume et que l'État se fasse respecter. Ce n'est pas le cas. Vous avez connu l'évolution de la France, parce que vous êtes né en Iran, c'est ça? Vous êtes venu il y a combien de temps? Je suis arrivé il y a 42 ans, 79, après la révolution iranienne. Oui. Vous avez vu évoluer la France. Comment vous avez vu justement une dégradation alors si vous voulez, moi, je suis de ceux qui considèrent que tous ceux qui partagent les valeurs universelles que l'on connaît, d'humanisme, tous ceux qui aiment la civilisation sont un peu quelque part français, d'où qu'ils viennent. Donc, il y avait déjà en moi un peu de français avant même que j'arrive en France. La France m'a donné tout ce que j'ai, mes valeurs, mes aspirations. Sauf que je constate, depuis mon arrivée en France, que le pays connaît incontestablement un déclin. On essaye de ne pas l'assumer, on essaye de ne pas le voir, on essaye de réécrire l'histoire, mais la réalité, elle est là et elle est flagrante. Cette histoire de cancel culture, par exemple, le fait de se remettre en question, cette culpabilisation permanente de la France. On est coupable pour l'occupation, on est coupable pour la Shoah, on est coupable pour l'Algérie, on est coupable pour la traite des Noirs, on est coupable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'ose plus s'assumer. On n'ose plus aujourd'hui marquer le pas. Et donc, la conséquence est qu'il faut reculer et il faut payer. Payer, si j'ose dire, par la réécriture de l'histoire et payer par l'absence d'autorité de l'État et de la civilisation française. Vous dites qu'il faut regarder devant, il faut arrêter de regarder derrière, bien sûr. Moi, je pense, si vous voulez, que quiconque ne sait pas où il est, ne sait pas où il va et surtout a oublié d'où il vient. Et donc, il appartient aujourd'hui aux Français de comprendre la majesté de la civilisation de ce pays et de se dire que si on ne bouge pas rapidement, c'est fini. Mais et on deviendra un pays de seconde zone. Est-ce que c'est notre faute? C'est la faute à qui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça bascule? Si vous voulez, c'était une procédure particulièrement pernicieuse de culpabilisation graduelle à travers les décennies. Et l'État n'a pas su anticiper la chose. Et on a placé l'intérêt personnel, la satisfaction des sens, si j'ose dire, devant le devoir souverain
des gouvernants de se projeter dans le temps. Un De Gaulle, si vous voulez, incarnait la droiture, incarnait l'espérance, incarnait, si vous voulez, la fierté de la nation française. Aujourd'hui, lequel de nos chefs d'État arrive, ne serait-ce qu'aux chevilles d'un général de Gaulle? Pas un seul. Il courbe les chines. Pardon? Ils courbent les chines. Bien sûr, ils n'osent pas s'assumer. Ils se font pas respecter, ils ne sont pas respectés. Ni à l'intérieur du pays, regardons les manifestations, ni à l'extérieur. 0826 300 avec Florence qui nous appelle de Guétari. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Bienvenue. Bonjour Sud Radio. Oui. Je suis ravie d'entendre votre invité parler comme ça. Ardavan Amir Aslani, oui. Oui, non, mais c'est très bien, voilà, votre invité est l'exemple de tous les gens qui ont immigré il y a 40 ans et qui venaient pour la liberté et pour pouvoir s'exprimer, ce qu'on retrouve plus aujourd'hui. Donc moi je suis complètement d'accord avec votre invité, hein. Quand on met des ados attardés à un gouvernement, évidemment, on a un peuple qui... Parlons vrai. Parlons vrai, vous allez un peu loin quand même, mais bon, mais c'est ce que vous voulez dire. Quoi. On n'en serait pas là, je veux dire, tous les jours, il y a des problèmes d'agression, de violence. Ouais. Ces gens qui sont... Mais ça date pas d'hier, Florence, hein. Oui, ce que dit Ardavan Amir Aslani, c'est voilà, on a laissé en fait les choses faire, peut-être au fil des décennies, quoi. Oui, c'est ça fait 30 ans que les gens, les gens qui viennent au pouvoir, ce sont des salariés de la politique. Ils sont pas là pour faire du bien au peuple. On n'en a pas l'impression. Quand on voit les lois qui ressortent, que ce soit les lois de Moretti qui vont complètement à l'encontre de l'insécurité. Mais je comprends pas comment les gens, de toute façon, moi ce que je voulais dire en fait ce matin aussi, c'est que je suis complètement d'accord avec votre invité. Mais moi je dirais que les Français, on est devenus des lâches. On n'a plus envie de se battre. Ça, certes, c'est vrai, parce que la guerre, c'est pas marrant, mais je veux dire, moi, je me bats aujourd'hui, pas physiquement, mais je dis non au viol, je dis non à une soumission du capitalisme et de l'islam, et tant qu'on ne dira pas non, il faut se réveiller, là, on est en plein la renaissance, moi en tout cas, je la vois pas avec les clous du gouvernement et tout ce qui était avant. Il faut un changement total, ou sinon pas droit dans le mur. Oui, Florence, merci. On avait du mal à vous entendre là, effectivement à la fin sur la liaison. Il faut se réveiller, dit Florence. Ardavan Amir Aslani, c'est ce que vous dites à travers votre livre. Hein, quoi. Bien sûr, elle a absolument raison. Aujourd'hui, je crois que les Français ont oublié leur propre histoire. D'ailleurs, je donne une bourse, si vous voulez, chaque année à des étudiants qui ne sont pas dans une situation financière privilégiée de la banlieue parisienne. La méconnaissance totale de l'histoire de France m'a particulièrement interpellé. Et effectivement, c'est normal. Quand on ne connaît pas l'histoire de ce pays, quand on ne connaît pas les valeurs qui ont fait ce qu'est la France aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on va se battre. On considère qu'on est tous égaux. Sauf que c'est pas vrai. On n'est pas tous égaux dans la souveraineté des États. Il y a certains pays qui comptent davantage, en dehors de la dimension économique, en dehors de la dimension militaire. La France, avec la Déclaration des droits de l'homme, avec la Révolution française, avec son histoire, avec sa culture, avec sa littérature, je ne vais pas ridiculiser notre pays, mais n'est pas le Zimbabwe, si vous voulez. Donc il n'y a pas aujourd'hui le sentiment d'un destin, le sentiment d'un destin national, et il faut l'assumer. Il y a les origines, mais il y a aussi le religieux. Aujourd'hui, au cœur des débats, vous êtes expert en théologie comparée. Quelles sont les différences de messages, par exemple, entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, par exemple? Si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse mettre toutes les religions sur le même plan. Le christianisme, c'est un message d'amour, de tolérance, un message de pardon. Les premiers chrétiens se sont fait dévorer dans les arènes à Rome par les lions en criant « Alléluia ». Ils ont été très violents aussi, à des périodes. On ne peut pas mettre sur le dos du Christ ce que Cortés a fait au Mexique 1000 ans plus tard, pendant l'Inquisition et autres. Mais globalement, le judaïsme, si vous voulez, c'est un autre message. Le Christ, sur le temple, en criant « Arrière les marchands du temple », si vous voulez, a affranchi l'humanité, si vous voulez, du respect aveugle des rites. Le judaïsme, c'est une autre religion, c'est l'Ancien Testament. C'est un Dieu de terreur, c'est un Dieu qui punit. L'islam, c'est encore autre chose. Moi, j'ai pour habitude de dire que la grande tragédie de l'islam, c'est que l'islam est une religion qui a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge que l'on constate aujourd'hui.
Et donc, c'est une religion sunnite, qui n'a pas su se remettre en question. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de Vatican II. La religion musulmane considère que tout non-musulman est un musulman qui s'ignore. Ouais. Donc, si vous voulez, quelle entente, quel dialogue est-ce qu'on peut avoir? Puis, en voulant, si vous voulez, mettre toute la religion sur le même plan, on n'autorise plus, si vous voulez, à défendre ses propres valeurs. La France était la grande fille aînée de l'Église catholique. Aujourd'hui, on n'ose même pas le dire. Aujourd'hui, si vous voulez, si on commence à dire que la France est un pays catholique, on est à peine politiquement correct. Si vous voulez. Et parce que c'est comme ça, parce qu'on a honte de notre histoire, on n'ose pas s'assumer, parce qu'on considère qu'on est tous pareils. Et puis on n'est pas tous pareils. Il faut reconnaître évidemment ce qui s'est passé, et puis maintenant il faut avancer, quoi. Globalement, c'est ce que vous bien dites, sûr, quoi. il ne s'agit pas d'être fier de tous les événements historiques qui ont eu lieu. Mais de la les assumer. Saint-Barthélemy n'est pas une source de fierté pour la tolérance religieuse. Mais ça a eu lieu. Donc on ne va pas l'oublier, ni réécrire l'histoire. Et c'est ce qui nous a construit, peut-être. Et on est le fruit de notre histoire. 0826 300 300, un appel de Paris, de Dominique. Bonjour Dominique, bienvenue. Bonjour Dominique. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Dominique. Bonjour à votre invité, monsieur Amir Aslani, que je découvre en fait, et ça m'a donné envie d'acheter son livre. Ah bah oui, non mais je vous le conseille. En plus, bon, c'est quand même un pavé, mais vous pouvez aller piocher dedans, etc., le lire au fil du temps. Bon, très bien. Bah, écoutez, moi, je partage en tout cas beaucoup des opinions qui ont été exprimées, notamment concernant les relations dans le cadre des affaires étrangères de la France. En fait, moi, j'ai l'impression vraiment que la France, c'est un peu devenu le valet des États-Unis maintenant, en fait, où on suit comme des petits moutons un petit peu les décisions américaines. Je pense l'éloignement, par exemple, vis-à-vis de la Russie. Je me rappelle sous le régime de Hollande, quand on devait livrer des vedettes ou des bateaux ou je sais pas quoi, et puis que le président Hollande finalement a annulé la commande pour faire plaisir aux États-Unis. Le traité, je crois, TAFTA de libre-échange, qui finalement TAFTA qui favorise plutôt les États-Unis et pour laquelle finalement la France était partante. Enfin, tout est fait pour être aux petits oignons finalement avec les États-Unis, au lieu de se rapprocher peut-être de puissances qui par de leur histoire, sont plus proches de la France, telle que la Russie. Oui. Voilà. Ouais. Alors ensuite, concernant effectivement la situation de la France... on n'oublie pas quand même aussi, Dominique, un certain nombre d'événements qui nous ont rapprochés des États-Unis. D'une part, il y a eu, souvenez-vous, l'émigration en fait de beaucoup d'Européens aux États-Unis, donc on avait une culture quand même très proche. Et puis les échanges qui ont été forts et ce qui s'est passé aussi lors de la Seconde Guerre mondiale, quoi, bien sûr. Ah oui, non, mais ça, je ne remets pas ça du tout en question. Mais en fait, sous-jacent à tout ça, finalement, c'est une guerre économique sans pitié, en fait, entre différentes puissances qui veulent avoir le monopole de l'argent, en fait. C'est toujours la même histoire. Ensuite, concernant un petit peu la situation de la France, je crois qu'effectivement, c'est déplorable, mais bon, l'exemple vient du haut, comme on dit, et quand on voit les propos que tient notre cher président, bien souvent, d'ailleurs à l'étranger, concernant le peuple français, l'histoire française qu'il faut renier, ça donne pas du tout l'exemple. Et puis après, même les médias mainstream, je dirais, quand on voit les émissions de télévision qui passent en prime time, qui sont là finalement pour endormir les gens, pour leur éviter de prendre conscience de certaines choses, on va pas dans le bon sens. Il en faut pour tout le monde, quoi. Et il en faut pour tout le monde. Il faut aussi du divertissement, etc., bien sûr, mais il faut aussi parler de la réalité des choses. Parlons vrai, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci en tout cas de votre témoignage, Dominique, qui est en résonance avec ce que vous avez dit. Je pense que l'auditeur qu'on vient d'entendre, il a parfaitement raison. Il a notamment insisté sur une notion qui est fondamentale, c'est-à-dire la guerre économique. Oui. En France, on n'est plus patriote d'un point de vue économique. Et on subit, si vous voulez, le dictat américain. Vous avez raison, il y a beaucoup de valeurs qui nous rapprochent des Américains, incontestables. Mais à un moment ou à un autre, il y a l'heure de vérité économique. Prenons 2 exemples. L'Allemagne a besoin de l'énergie et du gaz russe. L'Allemagne signe donc un accord avec les Russes qui s'appelle Nord Stream 2. Les Américains, alors que ça ne les regarde nullement,
ne regarde pas nullement, décide aujourd'hui de sanctionner les entreprises allemandes qui participent à la construction de ce gazoduc. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi ? Soi-disant parce qu'il y a un conflit entre les Américains et les Russes, et comme résultat, l'Allemagne devient énergétiquement dépendante des États-Unis, puisque aujourd'hui les États-Unis sont devenus le premier producteur de gaz et de pétrole au monde grâce à l'exploitation des gaz de schiste. Ça, on en a parlé à l'occasion de Suez. Hein, prenez le cas iranien. Quand les États-Unis, sous Trump, se retirent de l'accord nucléaire au mois de mai 2018, tous les grands groupes internationaux se sont retirés immédiatement de l'Iran par crainte de l'application de sanctions secondaires américaines. Alors que chaque fois qu'il y avait un problème en Iran, il y avait une réponse française en matière de l'eau, de l'aviation civile, autorités aéroportuaires, les ports. Eh bien, les Français se sont retirés parce que les Américains aujourd'hui disent que nous avons des sanctions secondaires qui sanctionnent les entreprises étrangères qui ne respectent pas la loi américaine à l'étranger. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'une entreprise française ne peut pas travailler avec l'Iran parce que l'Amérique a décidé autrement. Le BNP Paribas a été sanctionné de 9,3 milliards de dollars, menacé de perdre sa licence bancaire aux États-Unis, menacé de perdre sa licence de transacter en dollars parce qu'elle a accepté de transporter 200 millions de dollars de l'argent venant de l'Iran et de la Libye en parfaite légalité avec la loi française européenne, mais en non conformité avec la loi américaine. Comment vous expliquez ça, si ce n'est dans le cadre d'une guerre économique ?